Juste au-dessus de mon genou, il y avait un mot griffé dans ma peau, enfer. Ma copine de lycée m'a un jour dit qu'elle avait vu un vieil homme dans le bureau de sa maison. J'en ai rigolé, car sa maison avait moins de 20 ans et je ne voyais pas comment elle pourrait être hantée. En plaisantant, je lui ai dit qu'elle avait probablement vu une sculpture en bois que ses parents avaient, qui ressemblait un peu à Jésus, surtout qu'elle avait décrit l'homme avec une grande barbe blanche. Quelques semaines plus tard, je descends les escaliers pour aller à la cuisine où elle était assise. Du coin de l'œil, je vois un vieil homme assis en bout de table dans la salle à manger. Je lui en parle, mais je finis par douter de ce que j'ai vu, en me disant que son histoire avait peut-être influencé mon imagination. Des mois plus tard, une amie à elle venue du Brésil est en visite. Ma copine et moi sommes à l'étage, en train de nous amuser, quand son amie entre soudain dans la chambre, en larmes. En portugais, ma copine lui demande ce qu'il se passe. Son amie lui répond qu'elle écoutait de la musique avec ses écouteurs en se promenant au rez-de-chaussée, quand elle est tombée sur un vieil homme à la barbe blanche dans le bureau. Il était impossible que ma copine lui ait raconté l'histoire. Elle ne croyait pas au paranormal et n'avait même pas insisté lorsqu'elle m'en avait parlé. À ce jour, c'est le seul événement qui me pousse à croire que nous avons tous vu quelque chose dans cette maison. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école catholique, et on célébrait la Saint-Nicolas au début du mois de décembre. La tradition voulait qu'on laisse ses chaussures dehors pour que Saint-Nicolas, nos parents en réalité, y déposent des cadeaux pendant la nuit. Un jour, alors que j'étais encore à l'école primaire, un camarade est arrivé à l'école tout excité. La veille, disait-il, il avait vu Saint-Nicolas dans sa chambre en train de déposer des cadeaux dans sa chaussure. Il l'a décrit comme un vieil homme avec une grande barbe blanche, qui avait glissé quelque chose dans sa chaussure avant de s'éclipser. À l'époque, on était émerveillés. Pour nous, c'était la preuve que le Père Noël existait vraiment. 20 ans plus tard, je retrouve ce même ami pour boire quelques bières. On ne s'était pas vu depuis longtemps, il avait déménagé peu après le primaire. Un peu éméché, on se raconte des souvenirs d'enfance, et je repense à cette fameuse histoire de la Saint-Nicolas. Je lui demande si c'était vrai. Avec un ton complètement détaché, il me répond « Oui, mec, c'est arrivé. » Mais ce n'était pas Saint-Nicolas. C'était un fantôme. Il m'explique alors que sa maison d'enfance avait été construite dans les années 1700 et qu'elle était très probablement hantée par l'un des anciens propriétaires. Cette nuit-là, il s'était réveillé en voyant un vieil homme à la longue barbe blanche, en train de tirer sur son pied. Quand il l'a regardé, l'homme lui a fait un signe de la main, puis il a traversé le plafond en flottant. Mon ami m'a dit qu'il lui avait fallu des années pour vraiment comprendre ce qu'il avait vu, et que l'événement le terrifie encore aujourd'hui. Petite parenthèse, il y a quelques années, mon oncle et ma tante cherchaient une maison, et ils envisageaient d'acheter justement celle où mon ami avait vécu. Je lui ai raconté cette histoire, et il a aussitôt perdu tout intérêt pour la maison, heureusement pour lui. J'étais seul à la maison avec le pitbull de mon ancien colocataire, Hamburger. C'était une chienne très douce, mais elle aboyait dès qu'elle entendait un bruit étrange ou quelque chose à l'extérieur. Parfois, elle grognait légèrement et aboyait un peu si elle voyait une souris, ce qui arrivait rarement, mais bon, la maison était vieille. Bref, il devait être autour de 23h30, et j'étais tranquille dans ma chambre quand elle a commencé à aboyer. D'habitude, un simple « et » ça suffisait à la faire taire, mais pas cette fois. J'ai donc pensé qu'il y avait vraiment quelque chose qui l'avait dérangée. Je suis sorti dans le couloir, et je l'ai vue dans le salon, fixant le couloir dans ma direction, mais elle regardait au-delà de moi. J'ai regardé dans la même direction, mais je n'ai rien vu. Le couloir était plutôt sombre, à part la lumière venant de ma chambre, à mi-chemin. Quand je l'ai regardée de nouveau, elle a poussé un petit gémissement, puis, d'un coup, elle s'est mise à grogner et à aboyer comme jamais je ne l'avais entendue. Elle a foncé vers moi. Je n'avais pas peur d'elle, je savais qu'elle ne me ferait jamais de mal, mais j'ai quand même reculé un peu, le temps qu'elle me dépasse de quelques pas. Elle a continué à aboyer violemment vers le fond du couloir.
Elle n'avait rien d'une chienne agressive, donc ça m'a vraiment foutu les jetons. Et ce n'était certainement pas une souris, elle regardait droit devant elle, à hauteur de tête humaine. Je suis allé dans le salon, j'ai allumé toutes les lumières et je me suis assis sur le canapé, parce que c'était loin de ce couloir. Je l'ai appelée, et elle est venue s'asseoir à côté de moi, en émettant un grondement bas pendant 5 bonnes minutes. Quand j'ai fini par me calmer et que l'alerte était passée, elle a refusé de retourner dans ma chambre avec moi. Plus tard dans la nuit, je me suis réveillé en voyant, j'en suis sûr, une adolescente en robe blanche au pied de mon lit. Mais voilà le problème, ma chambre, la nuit, était vraiment sombre. Je n'aurais jamais dû pouvoir distinguer quoi que ce soit d'aussi net. La seule chose qui me fait douter de ce que j'ai vu, c'est que j'ai souffert toute ma vie de ce que je ne peux appeler que des terreurs nocturnes. C'est un peu comme une paralysie du sommeil, sauf que je peux bouger. Je suis à moitié réveillé, donc il m'arrive de faire des trucs comme allumer toutes les lumières ou balancer des oreillers sur des hallucinations. Cela dit, j'étais totalement conscient quand tout s'est passé avec Amy. Et en général, mes hallucinations nocturnes prennent la forme de trucs comme une araignée géante ou un serpent dans mon lit. C'est très rare que ce soit une personne, et je ressens toujours de la peur. Mais cette nuit-là, je n'avais pas peur. Je me suis réveillé calmement, j'ai vu cette silhouette, j'ai allumé la lumière, et elle avait disparu. Je n'en ai jamais parlé à mes colocataires, et j'ai seulement confié cette histoire à une seule autre personne. Même en l'écrivant maintenant, j'ai du mal à y croire. Tout ce que je sais, c'est que j'aimais cette chienne de tout mon cœur. Et s'il y avait bien quelque chose là cette nuit-là, elle s'est mise entre moi et ce quelque chose. Ça va sembler fou, mais c'est 100% vrai, du moins selon mon vécu. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un parc de maisons mobiles. Il y avait un couloir qui allait d'un bout à l'autre de la remorque, avec les chambres qui s'ouvraient d'un côté du couloir. Mon lit était contre le mur opposé au couloir, ce qui faisait que je pouvais voir l'entrée du couloir, mais pas ce qu'il y avait de chaque côté. Entre 6 et 8 ans, il m'arrivait souvent, si je restais éveillé après que mon père se soit endormi, de fixer l'encadrement de ma porte. Et au bout d'un moment, je commençais à voir une main qui s'étirait lentement depuis la droite du couloir vers la gauche. Plus je regardais, plus la main devenait visible. Puis au fil des minutes, une manche apparaissait, un pull ou un t-shirt rayé rouge et blanc. Et si je continuais à regarder, peu à peu, le corps d'un garçon finissait par apparaître dans l'embrasure de la porte. Je me souviens très bien que je me cachais sous les couvertures la plupart du temps dès que je le voyais. Il ne m'a jamais agressé ou fait peur directement. Il se contentait de passer lentement, en me faisant face, de la droite vers la gauche, et si je continuais à regarder, il disparaissait au-delà du cadre de la porte à gauche. On a déménagé de cette remorque dans une vraie maison juste après mes 9 ans, et tout s'est arrêté à ce moment-là. Je n'y ai plus vraiment pensé, et je n'en ai jamais parlé à mon père ni à personne. À l'époque, j'avais mis ça sur le compte de mon imagination. J'étais persuadé d'avoir vu des choses. Mais environ 15 à 20 ans plus tard, je parlais avec mon père du meilleur ami qu'il avait eu à l'époque, celui qui vivait juste à côté, et qui venait malheureusement de décéder. La conversation dérive sur notre ancienne remorque et sur la vieille dame qui avait emménagé après nous. Mon père me sort alors, comme ça, c'est drôle, il m'avait raconté il y a quelques années que cette dame disait voir un petit garçon avec un t-shirt rouge et blanc, comme un fantôme ou un truc du genre. J'étais sous le choc. Je lui ai raconté ce que j'avais vu moi, presque tous les soirs pendant plusieurs années. On est restés tous les deux un peu troublés par ce que ça pouvait vouloir dire. Je n'ai jamais rien vécu d'autre de ce genre depuis. Mais cette histoire me laisse encore complètement perplexe. J'ai toujours fait des cauchemars horribles étant enfant, donc je suis sûr qu'il y a eu plein d'épisodes étranges, mais celui-ci s'est produit dans ma vingtaine, et il m'a glacé le sang. Je gardais la maison de mes parents pendant qu'ils étaient en vacances. Rien d'inhabituel. Ils ont 2 petits chiens capricieux qui n'arrivaient pas à dormir sans mon père, avec qui ils dorment tous les soirs. Au bout de la 3e nuit, à bout de nerfs, j'ai décidé d'aller dormir dans la chambre de mon père, sur son lit avec les chiens.
J'avais dormi sur le canapé jusque-là, et en fait, même quand je vivais dans cette maison, je n'avais jamais dormi dans cette chambre. Quand j'étais gosse, j'avais choisi une autre chambre, alors que celle-là était plus grande et donnait sur un lac magnifique. Mes parents n'ont jamais compris pourquoi je la refusais. Vers 2 ou 3 heures du matin, je me suis réveillé au son d'un grondement sourd. Vous savez, ce grondement profond que font les chiens quand quelque chose ne va pas du tout? Pourtant, ces chiens-là sont du genre petit, nerveux, à aboyer sans arrêt. Mais là, ce n'était pas du tout le même son. Un grondement qui fait dresser les poils. La pièce était glaciale. Et je parle de vraiment glaciale, alors qu'on était en plein mois de juillet, dans une région tropicale, avec 35 degrés Celsius dehors. Et même si je venais de me réveiller, j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Les chiens continuaient de gronder. Je me suis tourné et, à moitié éveillé, j'ai entrouvert les yeux. C'est là que je les ai vus, 2 enfants, debout, en tenue de baseball ancienne. Du genre uniforme début 1900, époque victorienne. En soi, leur apparence n'avait rien d'effrayant. Mais la sensation que j'ai eue en les voyant, c'est difficile à décrire. Une sorte de terreur sourde, instinctive, viscérale. J'ai su que ce que j'étais en train de regarder n'était pas humain. Pas gentil. Quelque chose n'allait pas du tout. J'ai essayé de me convaincre que c'était une terreur nocturne. J'ai cligné des yeux des dizaines de fois, sans succès. Puis l'un d'eux m'a regardé et a esquissé un sourire. Juste un sourire, mais il y avait quelque chose de profondément malsain, tordu. Ce n'est même pas ce qu'il faisait, c'est ce qu'il était qui m'a terrifié. Tout mon corps me criait d'arrêter de regarder. J'ai ressenti une impulsion incontrôlable, ferme les yeux, prie maintenant. Je ne suis pas du genre religieux, mais là, j'ai fermé les yeux et prié à haute voix comme jamais je ne l'avais fait. Ça a duré ce qui m'a semblé une éternité. Et finalement, c'est passé. 1 heure plus tard, les chiens ont fini par se calmer. Dès que j'ai eu le sentiment que c'était sûr de sortir de cette chambre, j'ai appelé mes parents et je leur ai demandé de rentrer tout de suite. Vacances écourtées. Mon frère dort encore dans cette chambre tous les soirs, sans problème. Mais il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Je n'aime pas employer le mot « maléfique » à la légère, je trouve ça cliché. Mais honnêtement, je n'ai pas d'autre mot pour ce que j'ai ressenti cette nuit-là. J'avais 20 ans. Je ramenais ma copine chez elle tard le soir, en roulant sur de petites routes de campagne. J'allais tourner à gauche, quand soudain de puissants phares ont illuminé la fenêtre côté passager. Elle a hurlé, j'ai hurlé, on pensait qu'on allait se faire percuter de plein fouet, mais rien ne s'est passé. Aucun choc. La voiture avait disparu. Elle s'est mise à pleurer et à hyperventiler, j'étais terrorisé, confus, le cœur battant à fond. On est resté là, figé, pendant 5 bonnes minutes avant que je puisse reprendre le volant. On redémarre. Et là, encore des phares, cette fois derrière nous, fonçant à toute allure, au moins 80 km/h de plus que nous. Je me prépare à ce qu'on se fasse emboutir, mais encore une fois, rien. Ma copine hurle sans casser la voix, et je n'entends qu'elle crier « Vas-y. 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 » On a parcouru près de 15 km sur ces routes étroites, à plus de 180 km/h, prenant des virages qui auraient dû nous envoyer droit dans le fossé. Les phares restaient juste derrière nous, ou parfois se mettaient à notre hauteur, mais on ne voyait jamais de voiture. Juste ces foutus phares. Puis, ma copine a crié « Où sont passées les putains d'étoiles ?» J'ai levé les yeux, juste un instant, et le ciel était noir. Pas noir comme une nuit sans lune, non. Vide. Il n'y avait plus rien. Je sais à quel point ça semble fou, mais j'étais là, le pied enfoncé sur l'accélérateur, terrifié, et je me rappelle avoir observé les arbres dans la lumière de mes phares pour voir s'ils disparaissaient une fois que je les dépassais. Et c'était bien ça. Comme si tout cessait d'exister dès qu'on passait devant. Elle s'est recroquevillée sur son siège et s'est évanouie. Je savais qu'un virage très serré arrivait, un virage en angle droit, avec un profond ravin juste après.
À la vitesse où on n'allait pas s'en sortir. Et pourtant, au moment où les phares sont apparus à côté de nous, j'ai instinctivement écrasé les freins. Les phares nous ont dépassés et ont disparu. Le ciel est redevenu normal, les étoiles étaient de retour. Et je savais que c'était fini. Je l'ai réveillée doucement. Elle s'est redressée, l'air absent, et m'a simplement demandé de la ramener chez elle. On n'a rien dit. Elle est sortie de la voiture dès que je me suis arrêté, a couru vers sa maison, et m'a laissé là, tremblant dans l'allée. J'étais terrifié à l'idée de reprendre le même chemin. Alors j'ai roulé dans la direction opposée, complètement à côté de mes pompes, et j'ai dormi dans le parking d'une station-service parce qu'il y avait du monde autour, 24h24. Elle n'a pas répondu à mes appels pendant 2 jours. J'ai fini par la voir en appelant sa mère, toujours aussi gentille. Quand je lui ai dit que je voulais reparler de ce qui s'était passé, elle m'a simplement répondu « Il ne s'est rien passé ». Avec une voix sèche, vide, que j'entends encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. On n'en a jamais reparlé. 3 mois plus tard, on a rompu, sans même se dire pourquoi. On a juste arrêté de se parler. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre parler de lumière comme celle-là. Je ne les ai jamais revus. Mais quelque chose était là, avec nous, cette nuit-là. Nous rendions visite à mes beaux-parents pendant la période de Noël. On était dans leur petit salon, en train de discuter, boire un verre et rattraper le temps. Le sapin de Noël était installé dans un coin de la pièce. Personne n'était assis à côté. Mon mari et son père étaient dans des fauteuils relax, tandis que j'étais sur le canapé avec ma belle-mère, de l'autre côté de la pièce. Les 2 chiens dormaient paisiblement entre nous. On était tous à au moins 2 mètres du sapin. Et là, sans prévenir, le sapin s'est mis à trembler violemment. Comme si quelqu'un avait attrapé le tronc et essayé de le secouer pour en faire tomber la poussière. Quelques décorations sont tombées au sol, puis tout s'est arrêté. Le tout a duré bien 10 secondes. Le plus étrange, c'est qu'on était les seuls dans la maison. Les chiens dormaient sur le canapé, le sapin était là depuis plus d'1 semaine, donc pas d'écureuil ou autre bête planquée dedans, et rien d'autre n'a bougé. Aucun bruit de verre qui s'entrechoque, aucune vibration, rien du tout, juste le sapin qui se déchaînait tout seul. On a vérifié les infos pour voir s'il y avait eu un tremblement de terre. À l'époque, c'était avant les smartphones, donc on a fouillé les journaux et les sites d'infos. Rien. Et puis, on vit dans une région où les séismes sont très rares. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui a pu secouer ce foutu sapin. On l'a tous vu. Et les chiens ? Ils ont dormi pendant tout ça, comme si de rien n'était. Complètement indifférents. Mon ancienne maison était plutôt grande, un peu délabrée, avec des planches de bois qui grinçaient, le genre de maison que mes potes appelaient hantée pour rigoler. Moi je n'y croyais pas trop, c'était juste une vieille baraque. Un soir, assez tard, je suis descendu chercher un verre d'eau. Et là, j'ai entendu comme une respiration. Je me suis retourné, il n'y avait rien. Mais le bruit continuait, alors je l'ai suivi, jusqu'à un foutu placard. Je te jure, la respiration venait de là-dedans. J'ai flippé ma race, mais j'ai quand même ouvert le placard. Et je mens pas, il y avait une sorte de truc accroupi à l'intérieur. Je l'ai refermé direct et j'ai couru comme n'importe qui aurait fait. Le lendemain matin, il n'y avait rien. Le placard était vide, aucune trace, rien du tout. Donc voilà, c'est tout. J'ai jamais vraiment cru aux fantômes, mais là, je sais pas. Aujourd'hui encore, j'ai l'impression d'avoir rêvé, mais putain, c'était flippant. Une de mes amies avait une copine au lycée qui vivait dans une maison vraiment cool. Elle avait une sorte de petit appartement indépendant dans la maison de ses parents, ce qui faisait qu'on pouvait traîner là autant qu'on voulait et faire du bruit sans déranger personne. Un soir, assez tard, je suis monté à l'étage pour aller chercher un truc à grignoter. En haut des escaliers, j'ai vu sa mère. Je me suis aussitôt excusé,
pensant l'avoir réveillée, et je suis redescendu en espérant qu'elle n'allait pas se faire engueuler à cause de moi. Quand j'ai raconté ça à mon amie, elle m'a regardé très sérieusement et m'a dit que ses parents étaient en voyage. Elle a ajouté, sans détour, que j'avais sûrement vu le fantôme. Apparemment, cette maison a un esprit qui ressemble trait pour trait à sa mère. Ils ont même retrouvé de vieilles photos et des archives des familles qui vivaient là autrefois, et la ressemblance est troublante. Les chevaux sont vraiment étranges. J'ai grandi dans une ferme équestre avec une grande carrière couverte. Quand un accident survenait, par exemple, un cheval qui se cassait la jambe, on étendait une bâche dans la carrière, on amenait le cheval, et on attendait que le vétérinaire vienne lui faire l'injection. Mon père disait toujours en plaisantant, direction l'usine à colle. À environ 500 mètres de là, derrière plusieurs murs, se trouvait l'écurie où les autres chevaux étaient gardés. Et chaque fois qu'un cheval était malade ou mourant, les autres devenaient nerveux. Ils hennissaient, tapaient contre les murs de leur box. Un jour, le cheval d'un pensionnaire a reçu l'injection fatidique. Et d'un seul coup, tout le bâtiment de l'écurie s'est mis à hurler. Plusieurs chevaux hennissaient, grattaient les portes de leur stalle avec leurs sabots. On aurait dit un massacre. Certains étaient tellement bouleversés qu'ils transpiraient abondamment, soufflant bruyamment, pris de panique. Il faisait froid, alors quand j'ai ouvert la porte de l'écurie pour rentrer à la maison, toute la vapeur, la condensation provenant de leur souffle et de leur sueur s'est échappée d'un seul coup. Encore une fois, ces chevaux n'avaient aucune chance de voir ce qui se passait. Et à cette distance, avec tous les murs, il est peu probable qu'ils aient entendu quoi que ce soit. Pourtant, ils ont réagi comme s'ils savaient exactement ce qui se passait. Le vacarme des hennissements est parti comme une explosion. C'était franchement flippant. Moi et quelques amis étions moniteurs dans un camp de musique dans le nord de la Californie. On logeait tous dans un vieux dortoir qui, paraît-il, avait été un hôpital autrefois. Mon pote Nat adorait les émissions de chasseurs de fantômes, et parfois, tard le soir, on faisait ce qu'on appelait une session EVP dans le dortoir. En gros, on posait des questions aux esprits en les enregistrant, en espérant capter une réponse paranormale à la relecture. On n'y croyait pas vraiment, c'était surtout un jeu qu'on faisait après avoir bu un ou deux verres, juste pour rigoler. Mais un soir, pendant l'une de ces sessions, on commence à entendre des bruits, des petits coups, en réponse aux questions. Au début, on rigole toujours, du genre « ouais, bien sûr », mais l'ambiance commence à changer. La pièce devient plus silencieuse, presque pesante. L'un d'entre nous demande alors « Quel est ton nom ?» Quelques secondes passent, puis on entend Nat dire « C'était une blague, hein ?» Il avait ses écouteurs branchés sur son enregistreur, et on l'a tous regardé avec étonnement parce qu'il avait l'air figé, les yeux grands ouverts. Il avait entendu quelque chose que nous, on n'avait pas perçu. On discute un peu, puis on décide d'écouter l'enregistrement via les haut-parleurs du dictaphone pour que tout le monde puisse entendre. On entend l'un de nous poser la question « Quel est ton nom ?» Et juste après, dans un chuchotement très clair, qu'aucun de nous n'avait entendu sur le moment. « Je suis Timothy. » La maison où j'ai grandi, et que mes parents possèdent encore, a toujours eu une ambiance étrange, un peu inquiétante. Un soir, j'étais debout dans ma chambre quand j'ai regardé à côté de moi. Il y avait une petite fille, en chemise de nuit blanche, avec des cheveux blonds. Ma mère tenait une garderie à l'époque, donc j'étais habitué à voir passer des enfants dans la maison. Mais là, il était 23h, et cette gamine ne venait pas de la garderie. Pourtant, sans réfléchir, je lui ai dit « Retourne dans la salle de jeu ». C'est seulement après coup que j'ai réalisé ce qui venait de se passer. Je me suis retourné, elle n'était plus là. Et la porte se refermait doucement toute seule. J'ai aussi vécu plusieurs épisodes de paralysie du sommeil dans cette maison. Je pouvais ouvrir les yeux, voir le sol à côté de mon lit, et voir ses jambes. Ses chaussures. Juste là, debout. Sans pouvoir bouger. Un jour,
J'ai raconté cette histoire à une fille qui habitait à côté de chez moi, autour d'un feu de camp. Avant même que je décrive la petite fille, elle m'a interrompu. Elle était blonde, avec une chemise de nuit blanche. Elle m'a alors dit qu'elle aussi, elle l'avait vue. Un soir, chez elle. Quand j'avais environ 16 ans, mon ami et moi marchions sur une petite route secondaire pour rentrer chez moi. En avançant, j'ai remarqué une femme debout sous un lampadaire, tout au bout de la route. Je l'ai montré à mon pote. On a trouvé ça étrange qu'une femme en robe blanche reste plantée là, sous la lumière, au beau milieu de la nuit. On a pensé aller voir si elle avait besoin d'aide. Mais à peine avions-nous fait quelques pas dans sa direction que j'ai ressenti une angoisse immense. Quelque chose n'allait pas du tout. J'ai dit à mon pote qu'on devait prendre un autre chemin. Il me fait généralement confiance pour ce genre de choses, alors il a accepté. On a pris le long détour jusqu'à chez moi. Mais on est revenu, tous les soirs. Et tous les soirs, elle était là. Une femme en robe blanche, immobile, sous le lampadaire. Jamais là en journée. Aucun objet, panneau ou silhouette dans le coin pouvant expliquer ce qu'on voyait. Et on connaissait bien l'endroit, on y faisait même du catch à quelques mètres de là, sans jamais ressentir quoi que ce soit. Un jour, il en a parlé à sa copine. Elle a proposé qu'on y aille en voiture, vu que je n'avais jamais réussi à marcher jusqu'au bout de la route. J'étais contre, mais ma copine et eux ont insisté, alors on a tous embarqué pour cette aventure. Quand on est arrivé au virage de la route, on l'a vue. La femme en blanc, sous le lampadaire. Tous l'ont vue, ce qui m'a rassuré, au moins, je n'étais pas fou. Sa copine a continué à conduire jusqu'au bout de la route, sans jamais la quitter des yeux. Mais une fois arrivée à l'endroit exact, elle n'était plus là. Disparue. On a regardé la lisière des arbres autour, au cas où elle se serait faufilée dans la forêt, mais tout était calme. Pas un bruit, pas une feuille qui bouge. On a fait demi-tour et, en s'éloignant, on a regardé en arrière, et elle était de retour. Juste là. Comme si elle avait popé de nulle part. J'ai paniqué et supplié tout le monde de partir. Mais mon pote avait vraiment besoin d'aller aux toilettes. On s'est arrêté un peu plus loin, hors de vue de la femme. Et c'est là qu'on est tombé sur une carcasse de voiture calcinée. Mon pote a décidé de pisser dessus, au cas où elle serait morte dedans. Je l'ai supplié de ne pas le faire, mais cette fois, il ne m'a pas écouté. C'est la dernière chose dont je me souviens. Je me suis réveillé 15 minutes plus tard, allongé sur les genoux de ma copine, à quelques kilomètres de là. Ils m'ont dit qu'au moment où mon pote avait commencé à uriner sur la voiture, mes yeux s'étaient révulsés et j'avais répété sans arrêt, « Ils viennent pour nous, il faut se cacher ». Je n'ai aucun souvenir de ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Depuis ce jour, ça fait 21 ans que je n'ai plus jamais mis les pieds sur cette route une fois la nuit tombée. Ma grand-mère est apparue au pied de mon lit la nuit avant sa mort. C'était réel, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle ne vivait pas avec nous. Le lendemain matin, on a appris qu'elle était décédée. Petite précision à ajouter, mon ex-petit ami est mort à 23 ans. Je l'avais quitté quand j'avais 16 ans et lui 18, car j'étais parti vivre chez ma mère. Pendant un temps, j'avais vécu avec lui alors que j'étais en fugue. Un an plus tard, sa sœur m'a appris qu'il s'était suicidé, apparemment à cause de mon départ. J'ai porté cette culpabilité pendant des années. Il y a quelques mois, j'ai fait un rêve extrêmement vif à son sujet. Tellement réel que la seule chose que j'ai su faire au réveil, c'est chercher son nom en ligne. J'ai trouvé sa sœur, mais aucune trace de lui. Alors j'ai fouillé plus loin, regardé les avis de décès pour l'année où il était censé être mort, rien. Finalement, j'ai trouvé son nom et sa date de naissance sur un certificat de décès, mais enregistré plusieurs années après ce qu'on m'avait dit. Je crois sincèrement qu'il est venu me voir en rêve pour me pousser à découvrir la vérité, pour que je n'ai plus à porter cette culpabilité. Je roulais en voiture avec une amie, de nuit. On était toutes les deux relativement nouvelles en ville,
et on essayait de trouver un endroit précis. Je me suis trompé de pont, alors j'ai fait demi-tour à la fin pour repartir dans l'autre sens. Sauf que, je n'étais pas en train de revenir sur mes pas. J'étais toujours en train de rouler dans la même direction qu'avant. J'ai paniqué, refait un autre demi-tour, et là, j'ai continué à conduire en état de choc, complètement déstabilisé. Au bout d'un moment, je regarde mon amie pour voir si elle a remarqué quelque chose. Elle semblait imperturbable, les yeux rivés sur son téléphone. J'ai fini par lui dire « Tu as vu ce qui vient de se passer ?» Elle me répond « Vu quoi ?» Quand j'ai fait demi-tour, j'étais pas dans le bon sens. Elle me regarde, l'air paumé, « Quoi ?» Et voilà, j'ai laissé tomber. On n'en a jamais reparlé. Et encore aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas saoul ni rien. C'était comme si la réalité avait bugué, un genre de lag dans la vraie vie. Je ne sais pas si c'est lié, mais si j'avais continué sur ce pont, j'aurais traversé des kilomètres de forêt, avec une base aérienne en plein milieu. « 2009, en fin de soirée, juste après les funérailles de ma grand-mère. Ma tante et moi étions dans la maison de ma grand-mère, en train de trier ses papiers pour préparer la répartition de son héritage au sein de la famille. J'avais mon chien Jacques avec moi, un teckel, le plus calme du monde. Rien ne le dérangeait jamais. Il me suivait partout à l'époque. Ma tante et moi discutions de souvenirs un peu au hasard, évoquant des moments passés avec ma grand-mère. Jacques dormait profondément sur le canapé. Puis, d'un coup, il saute de son sommeil comme s'il avait reçu une décharge, court jusqu'à quelques pas de la chaise, celle où ma grand-mère s'asseyait toujours, et se met à aboyer comme un fou. Mais ce n'était pas la chaise elle-même qu'il visait. Il fixait quelque chose, ou plutôt quelqu'un, dans la chaise. L'angle de sa tête, sa posture, il regardait comme s'il y avait une personne assise là. Jacques n'avait jamais aboyé sur personne de sa vie. Jamais. C'était un chien doux, imperturbable. Mais là, il semblait complètement bouleversé. Pas en colère, pas excité, juste profondément dérangé par quelque chose. Et ça a duré facilement une bonne minute. Ma tante et moi étions figés, incapables de dire quoi que ce soit. On se lançait juste des regards pleins d'incompréhension. Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, Jacques s'est arrêté. Il a fixé la chaise encore 3 secondes, puis est retourné tranquillement sur le canapé comme si de rien n'était. Ma tante m'a lancé un dernier regard, puis a dit, très drôle, maman. Je n'avais jamais vu mon chien se comporter comme ça. Et ça ne s'est jamais reproduit. Je ne suis pas vraiment sûr de croire aux fantômes, mais cet épisode, franchement, je n'arrive pas à l'expliquer rationnellement. Cette histoire commence par un détail anodin, mais essentiel pour la fin. Quand j'étais enfant, j'avais un lit superposé, et je dormais sur la couchette du haut. Ma tête était juste à côté de la fenêtre. J'avais arrangé les rideaux pour qu'ils se chevauchent bien sur plusieurs centimètres, parce que j'avais peur que quelque chose regarde par la fenêtre, même si elle était à plus de 3 mètres du sol. Une nuit, je fais un rêve. Il y a un extraterrestre qui flotte devant moi. Il fait environ 1 mètre de haut, avec une peau grisâtre et ridée. Je tends la main et je touche légèrement son bras, juste pour sentir la texture de sa peau. Il retire doucement son bras, me regarde, puis attrape les rideaux. Il les tire de manière à ce qu'il y ait un espace entre les 2 panneaux, exactement là où j'avais toujours pris soin de faire un chevauchement. Dans le rêve, il a déplacé les rideaux d'environ 15 cm. Et là, le rêve s'arrête net. Le lendemain matin, je me réveille, et il y a une ouverture entre les rideaux. Exactement comme dans le rêve. Je n'ai jamais fait ça. Mes parents n'avaient aucune raison d'y toucher non plus. Et surtout, je me rappelle avec précision de la sensation de sa peau. Ce qui est bizarre, parce que je n'ai presque jamais de rêve où je ressens le toucher. Ça me hante encore plus de 20 ans plus tard. Est-ce que cet être voulait que je sache qu'il était réel, sans laisser de preuves concrètes? Ou est-ce que c'était juste un rêve incroyablement vivant?
Je ne dors plus chez ma grand-mère. Et pourtant, j'ai littéralement grandi dans cette maison sans jamais rien ressentir d'étrange. Je ne croyais même pas à ce genre de choses avant. Mais ce que j'ai vécu m'a bouleversé. Vraiment. J'étais dans la vingtaine, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu depuis que j'avais déménagé. Un soir, ma mère et moi avons décidé de rester dormir chez ma grand-mère. Je dormais à l'étage, dans la chambre du devant, celle avec 2 lits simples. Ma mère, elle, dormait dans la petite chambre étroite à gauche, qu'on appelait la chambre boîte. Je ne me souviens plus pourquoi on s'était réparti les pièces comme ça. Mes grands-parents dormaient dans la chambre du fond. Je me suis réveillé en pleine nuit, sans raison. J'étais bien réveillé. Je suis allé aux toilettes, j'ai regardé mon téléphone, un peu après 4 heures du matin. Je retourne me coucher, mais là, quelque chose cloche. Je me sens mal. Vraiment mal. Un mélange de nausées, de tristesse profonde et de peur. Comme si j'étais caché quelque part et que quelque chose me cherchait, en train de passer tout près, et que mon cœur battait à s'en arracher la poitrine. J'essaie de me calmer, de fermer les yeux, mais je n'arrive pas à dormir. Puis, à ma gauche, le matelas se met à s'enfoncer, comme si quelqu'un marchait dessus, un pas après l'autre. J'entends même les ressorts grincer sous le poids. 1, 2, 3 pressions, qui s'arrêtent au niveau de mes jambes. Et il n'y avait rien. Rien que je pouvais voir. Et là, la main que j'avais posée hors des couvertures a été touchée. Juste un effleurement. Mais c'était suffisant pour me faire vouloir hurler ou vomir. Ou les deux. Je me sentais tellement triste, tellement perdu. C'était un désespoir presque palpable. Quand la terreur s'est calmée juste assez pour que je puisse bouger, j'ai fondu en larmes et couru dans la chambre de ma mère, incapable d'articuler ce que je venais de vivre. Elle était déjà réveillée. Elle m'a dit qu'un insecte, une araignée, s'était mis à marcher sur son bras et que ça l'avait tiré du sommeil. Elle m'avait entendu rentrer des toilettes. Elle m'a laissé son lit et est allée voir la chambre du devant. Quand elle est revenue, elle m'a dit qu'en entrant, elle s'était sentie malade et en colère. Les poils de ses bras étaient hérissés. Elle n'a rien vu, mais elle m'a dit de ne plus remettre les pieds dans cette pièce. Bien sûr, mes grands-parents se sont réveillés en m'entendant pleurer. Mon grand-père a tout de suite dit que j'avais juste fait un cauchemar. Sauf que j'étais bien réveillé, téléphone en main. Ma grand-mère, elle, n'avait pas l'air étonnée. Elle a dit, presque tranquillement, « Ah oui, j'ai entendu et ressenti des choses étranges depuis des années ici, mais rien de dangereux. » J'en revenais pas. Elle ne l'avait jamais dit avant. Je ne suis plus jamais resté là la nuit depuis. Je ne sais pas si je suis devenu plus sensible à quelque chose qui existait déjà ou si c'est quelque chose de nouveau qui s'est installé dans cette maison. Mais ça a changé quelque chose en moi. Ce que je n'ai appris que plus tard, c'est que ma mère et ma grand-mère n'en ont jamais parlé à mon grand-père, mais elles ont fait venir un prêtre, on est catholique. Elles lui ont tout raconté, et il a inspecté la maison. Dans la chambre du devant, il a pris des photos du mur au-dessus des lits. Sur plusieurs d'entre elles, il y avait une zone floue au milieu, juste au-dessus des têtes de lit. D'après lui, c'était ce qu'on appelle une sorte de passage, une porte par laquelle certaines choses peuvent entrer et sortir. Il a dit que des entités passaient probablement par là, atterrissaient sur le lit et circulaient dans la maison. Le quartier, lui, est juste à côté du plus grand hôpital pour enfants du pays. Le prêtre a suggéré que des âmes perdues, confuses, errent dans le coin sans savoir où aller. Ça expliquerait les petits phénomènes inoffensifs dont ma grand-mère parlait. Mais selon lui, des entités plus anciennes et plus mauvaises ont aussi commencé à passer par là récemment. Mon oncle m'a dit plus tard qu'il avait arrêté de garder la maison pour eux parce qu'il entendait courir à l'étage et que c'était devenu insupportable. Ma mère a dû y rester encore quelques fois pour le travail. Elle m'a dit que les phénomènes nocturnes devenaient de plus en plus agressifs, des objets déplacés, des contacts physiques. Ma grand-mère, un jour, a fermé la maison à clé en partant, et en revenant, elle a trouvé le fer à repasser branché et rouge vif dans la chambre du devant. La maison aurait pu partir en fumée. Mon grand-père continue de nier tout ça.
Mais il ne dort plus sans laisser la télé ou la radio allumée. Donc il a peur, même s'il refuse de l'admettre. Ils attendent toujours de pouvoir déménager. C'était en août de l'année dernière. J'étais allé passer la nuit chez un pote. Les seuls présents étaient moi, mon ami M, sa copine et une autre amie, N, qui est aujourd'hui ma copine. Il était 2h30 du matin. M s'était allongé un moment, N traînait dans le salon, et moi, je suis sorti seul pour fumer une clope. Je l'allume tranquillement, et en regardant de l'autre côté de la rue, juste derrière un petit muret en béton, je remarque une tête, une silhouette noire, qui dépasse à peine du mur, fixant dans ma direction. Au début, je me dis que c'est juste un type chelou qui traîne là, jusqu'à ce que je réalise un truc bizarre. Il y avait un lampadaire juste au-dessus de là où il se trouvait. Et pourtant, la chose restait entièrement dans l'ombre. Aucun reflet, aucune lumière sur elle. Rien. Juste une masse noire. Je continue de fumer, les yeux rivés sur ça, sans le lâcher des yeux une seconde. Et cette chose reste là, à me regarder. Puis elle commence à se balancer doucement de gauche à droite, de plus en plus vite au fil des minutes. À la fin de ma clope, on aurait dit qu'elle dansait, non, qu'elle exécutait un rituel tant le mouvement était rapide, presque frénétique. Je jette mon mégot, et je recule lentement vers la porte d'entrée. Quand je sens que je suis juste devant, je cherche la poignée à tâtons, les yeux toujours fixés sur la silhouette. Et à l'instant où mes doigts se referment fermement sur la poignée, la chose s'arrête net. Là, on se fixe. Je ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Le temps semble suspendu. Puis elle commence à se déplacer lentement vers le côté du mur, comme si elle cherchait à contourner. Et c'est là que j'ai craqué. J'ai arraché la porte, je suis rentré en trombe, et je l'ai claqué derrière moi avant de tourner la clé à toute vitesse. J'ai fait une telle entrée que j'ai foutu la trouille à tout le monde. Pendant 10 bonnes minutes, j'étais là à scruter les fenêtres, le regard vide, comme si je venais de croiser la mort en personne. Quand j'ai fini par leur raconter ce que j'avais vu, on a tous décidé, à l'unanimité, qu'on n'allait pas dormir cette nuit-là. On ne l'a plus jamais revu. Même le lendemain matin, je n'ai pas osé regarder de ce côté-là. Je ne voulais rien savoir. Je suis pas du genre à avoir peur du paranormal, j'en ai vécu assez dans ma vie pour y être un peu habitué. Mais cette nuit-là, ce que j'ai vu, c'était mauvais. Je l'ai senti. Et ça m'a glacé jusqu'aux os. Un jour, j'étais dans l'état d'esprit le plus noir que j'ai jamais connu. Ce n'était pas juste de la tristesse ou de la colère. J'avais été trahi par des amis, par quelqu'un que j'aimais, et j'étais devenu l'incarnation même de l'amertume. J'étais allongé dans mon lit, sans envie de bouger, sans envie de penser, sans rien vouloir faire du tout. J'étais enfin assez épuisé pour m'endormir, mais une lampe, de l'autre côté de la pièce, diffusait sa lumière directement sur mon visage. Je la fixais, et pendant une fraction de seconde, elle est devenue le symbole de tout ce que je détestais dans le monde. J'ai eu cette pensée stupide, je veux qu'elle s'éteigne, sans avoir à bouger. Et à cet instant précis, l'ampoule a grillé. Le choc m'a sorti un peu de ma torpeur. J'ai marmonné, à moitié pour rire, je suis une sorcière, brûlez-moi. Puis je me suis endormi. Pour vous situer, à l'époque je vivais dans un mobil-home double. Quand on entrait par la porte d'entrée, ma chambre se trouvait sur la droite, à une vingtaine de pieds, environ 6 mètres, avec la salle de bain juste en face. De l'autre côté de la porte se trouvait la chambre de mes parents, un peu plus loin, à environ 7 ou 8 mètres, avec leur salle de bain juste après. À ce moment-là, ma salle de bain ne fonctionnait plus, donc à chaque fois que j'avais besoin, j'allais dans celle de mes parents. Cette nuit-là, l'ambiance était déjà étrange. Depuis quelques jours, chaque fois que je mettais les pieds dans leur chambre, je me sentais nauséeux, comme si quelque chose n'allait pas. Mais là, j'avais une envie pressante, alors j'ai foncé dans le couloir jusqu'à leur salle de bain. Une fois soulagé,
Je suis retourné lentement vers ma chambre, j'étais épuisé. Et c'est en ouvrant la porte que je l'ai vu. Un homme me fixait à travers ma fenêtre. Et il y a plusieurs choses qui m'ont glacé le sang. D'abord, ses yeux, ils brillaient en rouge. Son corps entier était noir comme du charbon, sauf ses dents, d'un blanc éclatant. Ensuite, il y avait tout simplement le fait qu'un homme puisse me regarder depuis cette fenêtre, qui faisait plus de 2 mètres de haut. Il aurait donc fallu qu'il soit immense pour me fixer depuis l'extérieur. J'ai reculé lentement, le dos contre le mur, les yeux rivés sur lui. Puis, d'un coup, j'ai couru comme si ma vie en dépendait jusqu'à la chambre de mes parents. Et là, il était à cette fenêtre aussi, me fixant de nouveau. Autant dire que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ce n'est peut-être pas l'histoire la plus folle, mais elle m'a marqué. Il y a quelques années, je jouais dans une comédie musicale dans le théâtre local. Un vieux bâtiment, autrefois doté d'une cellule de prison au sous-sol. Depuis des années, les gens disent que l'endroit est hanté, à tel point qu'une émission de chasse aux fantômes est même venue y filmer, je ne sais pas s'ils ont trouvé quelque chose au final. Un soir, j'étais en coulisses, prêt à entrer sur scène pour l'une de mes scènes. Et là, j'entends un cri de femme, venant de l'ascenseur de service, celui qui monte les décors et le matériel depuis le sous-sol. Il se trouvait à une dizaine de mètres de moi. Le cri était étrange. Presque dramatique, comme sorti d'un film. Je ne saurais pas vraiment le décrire autrement qu'en disant qu'il semblait détaché, désincarné. Il flottait dans l'air figé du vieux théâtre, sans corps. Juste une voix, venue de nulle part. Je connaissais parfaitement la scène en cours, à ce moment-là, personne ne crie sur scène. Le reste du théâtre est gardé silencieux exprès pour ne pas déranger les performances. Et personne n'aurait dû être dans l'ascenseur à ce moment-là. Ce n'était pas non plus un son venu de l'extérieur, le théâtre est très bien isolé. On n'entend même pas les sirènes dans la rue. Je regarde les 2 personnes qui étaient avec moi dans les coulisses. Elles l'avaient entendu aussi. Moins d'une minute plus tard, je suis monté sur scène pour chanter une chanson complètement loufoque. Mais je peux te dire que j'étais loin d'être détendu. Petit détail troublant, une des femmes qui était avec moi ce soir-là, celle qui m'a rassuré après le cri, est décédée mystérieusement quelques mois plus tard. Rien ne prouve que ce soit lié, bien sûr. Mais je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit, calmement, pour m'apaiser alors que j'étais pétrifié. Il n'y a rien à craindre. Elle s'exprime, comme n'importe qui d'autre. Ce sont les dernières paroles qu'elle m'a adressées. En 2010, mon cousin, mon meilleur ami et moi avons décidé de nous introduire dans un bâtiment abandonné, un ancien hôpital psychiatrique en Pennsylvanie, appelé Penhurst. Il avait même été présenté dans l'émission Ghost Adventures. On habitait à une vingtaine de minutes de là, et on s'est dit, pourquoi pas. L'endroit a été fermé dans les années 80 à cause de cas de maltraitance sur les patients. Ils ont littéralement tout laissé sur place. Il y avait encore des livres, des machines à écrire, des bureaux, des leçons écrites au tableau dans le bâtiment Rockwell, celui de l'école. Le site est immense, avec entre 6 et 8 bâtiments différents, plus un grand bâtiment administratif. La plupart étaient barricadés, mais si on parvenait à entrer dans un seul, un réseau de tunnels reliait tous les autres. On est passé par un vieil escalier de secours rouillé, jusqu'à une fenêtre du 2e étage du bâtiment qui servait d'école et de dortoir. L'ambiance était déjà assez dingue, des magazines des années 80 jonchaient le sol, des bureaux avec des noms gravés dedans. On a exploré un bon moment jusqu'à trouver l'escalier qui menait au sous-sol. Là, on a mis nos masques, asbeste oblige, sorti les lampes torchées, et on est descendu. On entre dans le tunnel, et direct, l'ambiance change. Devant nous, une pile d'1 mètre de haut de combinaisons rouges et blanches, probablement les anciens uniformes des patients, entassés à côté d'un vieux lit d'hôpital en métal, avec des sangles rongées, usées. Ça met direct le ton. Et puis la température chute brutalement. On était en plein mois de juillet, il faisait une chaleur étouffante et humide dehors, mais là, on pouvait littéralement voir la sueur s'évaporer de nos bras,
comme de la vapeur. Je crois que j'étais au milieu, mes 2 potes de chaque côté. C'est là que j'entends un son, un grognement mêlé à un souffle, guttural, dur à décrire. Sur le moment, je pense que mon ami à côté de moi a juste raclé sa gorge. Je tourne ma lampe vers la droite, et il n'y a personne. En réalité, c'était moi qui étais sur le bord contre le mur. Lui était au milieu. Avant même que je puisse dire un mot, on entend une porte claquer violemment tout au fond du tunnel. Ces tunnels sont très longs et ça a résonné pendant plusieurs secondes. Le bruit était si fort qu'on a senti le sol vibrer sous nos pieds. Là, c'était fini. Mon cousin et mon pote se sont mis à courir sans attendre, et moi derrière eux, à travers l'obscurité, en remontant les escaliers en panique. Une fois à l'étage, je leur parle du grognement, et ils deviennent livides. Ils pensaient que c'était moi qui avais fait ce bruit. On n'a pas demandé notre reste, on a déguerpi aussi vite que possible. J'ai essayé d'y retourner en 2015, mais ils avaient transformé un des bâtiments en attraction commerciale, avec de la sécurité partout. Franchement, j'ai trouvé ça très irrespectueux, vu l'histoire tragique du lieu. Et comme j'étais adulte à ce moment-là, je me suis dit qu'un PV pour intrusion, ça n'en valait plus vraiment la peine. Il y a une route hantée près de chez moi. Beaucoup de gens ont vu la voiture fantôme qui y rôde. La première fois que je l'ai vue, je conduisais, et ma mère somnolait sur le siège passager. Je remarque alors un nuage de poussière et une vieille voiture noire, massive, qui surgit à toute vitesse d'une route latérale sur ma droite. Je sais qu'elle va arriver pile à l'intersection au moment où je passe. On va se percuter. Je pile, sans réfléchir, même pas le temps de regarder dans le rétroviseur. Je freine à fond. La voiture s'arrête brusquement, ma mère se réveille en sursaut. Et, plus rien. La voiture noire a disparu. Aucun nuage de poussière, aucune trace, comme si elle n'avait jamais été là. Je suis en train de trembler, je répète en boucle, elle est passée où, la voiture ? Ma mère me regarde, sourit, et dit en riant, « Ah, tu as vu la voiture fantôme. » Je parle rarement de cette histoire, parce qu'elle paraît complètement dingue et honnêtement, je n'aime pas m'en souvenir. Désolé si ma grammaire n'est pas parfaite. Il y a quelques années, mon père est parti faire un boulot. Il était mécanicien, il allait chez les gens pour réparer leur voiture directement sur place. Je me souviens vaguement de cette journée-là, mais ce dont je suis certain, c'est que mon père rentrait toujours à la maison vers 6 ou 7 heures du soir, jamais plus tard. Il aimait manger avec ma mère et se détendre ensuite. C'était sa routine. Ce soir-là, l'heure passe, et mon père n'est toujours pas rentré. Ma mère et ma sœur commencent sérieusement à s'inquiéter. Moi, j'avais environ 11 ans, donc je pensais juste qu'il avait perdu la notion du temps. Mais à cet âge-là, mon avis ne comptait pas vraiment face à l'angoisse évidente de ma mère et de ma sœur. Elles ont essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais il ne répondait jamais. Finalement, vers 11h ou minuit, mon père entre dans notre petit appartement, et il s'effondre en larmes. Il pleure comme un enfant. J'étais sous le choc. Mon père est l'un des hommes les plus durs que j'ai jamais connus. À cause de son enfance, il était le genre de mec qui ne pleure jamais. Je ne l'avais vu pleurer qu'une seule fois avant, en parlant de sa sœur aînée décédée. Et même là, il en parle rarement. On panique tous, évidemment. On le supplie de nous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Il nous raconte qu'il rentrait chez nous comme d'habitude après avoir terminé un boulot. Tout se passait normalement, jusqu'au moment où il se rend compte qu'il aurait déjà dû être arrivé à la maison. Mais la route, elle, semblait juste s'étirer. Les arbres se répétaient, comme dans une boucle, et la route paraissait de plus en plus longue. Il a commencé à avoir peur. Il a essayé d'appeler ma mère ou ma sœur, mais personne ne répondait. Et puis, enfin, il voit quelqu'un sur le bord de la route. Un homme penché sur le capot de sa voiture. Mon père s'arrête pour lui demander son chemin, il pense qu'il hallucine,
qu'il est perdu, qu'il devient fou. Mais au lieu que ce soit mon père qui panique, c'est l'autre type qui explose. Tu ne devrais pas être là. Comment t'es arrivé ici? Mon père essaie de le calmer, lui dit qu'il ne veut pas de problème, qu'il veut juste rentrer chez lui. Mais le gars répète, non, tu comprends pas. Tu n'es vraiment pas censé être ici. Il se fixe pendant un moment, et finalement, le type dit seulement, continue tout droit. Et surtout, ne te retourne pas. Jamais. Mon père a senti au fond de lui qu'il fallait l'écouter. Il a appuyé à fond sur l'accélérateur, il n'a pas regardé dans le rétroviseur, ni sur les côtés. Il a gardé les yeux fixés droit devant. Et en quelques minutes à peine, il a vu la vieille station-service à 2 pâtés de maison de chez nous. Ce soir-là, je l'ai cru à 100%. Ce que j'ai vu, mon père en larmes, tremblant, brisé, est gravé dans ma mémoire pour toujours. Mais ce n'est pas tout. Quand ma mère et ma sœur ont vérifié leur téléphone pour lui prouver qu'elles avaient bien essayé de l'appeler, elles ont trouvé plusieurs messages vocaux non lus, enregistrés des heures plus tôt. Quand elles ont appuyé sur lecture, il n'y avait que du bruit statique au bout du fil. Comme si quelque chose avait brouillé la communication entre lui et le monde réel. Mon père refuse encore aujourd'hui d'en reparler. Mais avec ma sœur, on y revient parfois, et chaque fois qu'on en parle à ma mère, elle devient étrangement silencieuse. Je fais du camping en pleine nature, du vrai, loin de toute civilisation, et une nuit, j'ai vécu quelque chose qui m'a vraiment foutu la trouille. Il était environ 2 heures du matin, et je marchais à travers une forêt dense, à plusieurs kilomètres de toute ville ou route, parce que j'avais reçu un appel urgent sur mon téléphone satellite m'indiquant que je devais rentrer immédiatement. En chemin, je tombe sur un vieux cimetière abandonné, complètement paumé au milieu de nulle part. Les pierres tombales étaient couvertes de mousse et de terre, et en éclairant l'une d'elles avec ma lampe torche, je vois que la plus récente date de 1831. À ce moment-là, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne immédiatement, lampe levée, et il n'y a rien, juste la nuit noire et le silence absolu. Quelques secondes plus tard, j'entends un autre bruit, cette fois à ma gauche. Je regarde à nouveau, et encore une fois, rien. Je commence à me dire que c'est sûrement mon esprit qui me joue des tours, que je suis seul, fatigué, et que c'est juste le stress de la situation. Je décide donc de repartir en direction de la sortie de la forêt. Mais alors que je m'apprête à dépasser la dernière pierre tombale que je peux encore voir, j'entends un rire d'enfant, clair et net, juste à côté de mon oreille, comme si une petite fille était debout juste là, en train de me chuchoter un rire glacial. Sur le coup, je pense que je perds la tête, parce que ce genre de scène, c'est typiquement le genre de choses qu'on voit dans les films d'horreur, pas dans la vraie vie. Et à l'instant même où je commence à douter de ma santé mentale, un caillou, pas un petit, un truc de la taille d'un avocat, me frappe violemment dans le dos. Là, c'est fini, je sais que ce n'est pas mon imagination, je ne réfléchis pas une seconde de plus et je me mets à courir comme si ma vie en dépendait, sans m'arrêter jusqu'à ce que je sois loin, très loin de ce maudit cimetière. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais mis les pieds dans cette forêt, et je ne compte pas y retourner. Trois ans après le décès de ma mère, j'avais encore beaucoup de mal à gérer mon deuil. La journée, ça allait à peu près. Mais la nuit, quand j'étais seul avec mes pensées, je sombrais facilement. C'était devenu presque quotidien. Un soir, vers 1 heure du matin, j'étais en horaire de nuit à l'époque, je suis allé faire quelques courses à Crogé. J'étais seul, comme souvent, et j'errais un peu dans les rayons. Au bout d'une allée, je tombe sur un homme assez mal habillé, la cinquantaine, appuyé sur un bâton de marche. Il avait un air fatigué, un peu usé. Je m'arrête à côté de lui quelques secondes pour attraper ce dont j'avais besoin, et il commence à me parler de religion. Sur le moment, je pense qu'il est peut-être un peu fou, du genre à prêcher au hasard dans les rayons. Mais au bout de 10 secondes, il s'interrompt et me dit calmement « Fiston, tu sembles porter un lourd fardeau. » Et là, pendant presque 10 minutes, j'ai eu une conversation ouverte, sincère, presque thérapeutique avec un parfait inconnu.
On a parlé du monde, de spiritualité, de douleur, de ce qu'on traîne sans le dire. C'est la première fois, depuis la mort de ma mère, que j'ai ressenti un vrai soulagement. Et je n'en revenais pas que ce moment se passe, dans un supermarché, au beau milieu de la nuit. Au bout d'un moment, il me dit qu'il ne veut pas me retenir plus longtemps, me souhaite une bonne nuit, puis se tourne pour prendre un article sur l'étagère. Je me dirige vers l'arrière du magasin, à quelques pas à peine de l'allée, où un employé de Kroger rangeait des produits. Il me voit et me dit tout de suite « Eh mec, tu parlais à qui ?» J'étais là depuis un moment, et t'avais ni écouteur ni téléphone. Je lui dis que je parlais à un homme un peu plus âgé, dans l'allée juste là. Il me répond, l'air un peu surpris. « Mec, y avait personne d'autre dans cette allée. » Je me retourne immédiatement, je reviens dans l'allée, et, vide. Personne. Je me dis qu'il a peut-être quitté l'allée juste après moi, alors je vais rapidement jusqu'à l'avant du magasin. Je cherche partout. Rien. Ce gars avait l'air épuisé, boitait légèrement. Il n'aurait jamais pu atteindre la caisse et sortir du magasin en moins de 10 secondes. Je demande même au vigile s'il a vu quelqu'un sortir récemment. Il me répond que personne n'est entré ou sorti depuis que moi je suis arrivé. Cela me travaille à chaque fois que je pense ou que je parle de quelque chose de paranormal. Donc si quelqu'un a une idée, qu'elle soit surnaturelle ou pas, je suis preneur. Voici ce qui s'est passé, j'avais environ 19 ans, je revenais de rendre visite à mes grands-parents à l'hôpital, et je devais prendre le dernier métro pour rentrer chez moi. J'arrive à la station, et elle est silencieuse, mais je me dis que c'est normal, il est vraiment très tard. Je ne me souviens pas avoir vu qui que ce soit. Je paie mon ticket, je descends jusqu'au quai de départ, lui aussi désert, et j'attends. Et là, je sens que quelque chose ne va pas. Impossible d'expliquer quoi, mais l'ambiance était bizarre, et même si c'était l'été, il faisait anormalement froid. Je m'assois, je regarde autour de moi. Mon téléphone est presque déchargé et je n'ai rien à faire, donc j'observe un peu les lieux. Et puis je la vois. Une fille. Tu sais, le cliché de la dame en robe blanche, tout en lambeaux, avec de longs cheveux noirs, qui me regarde depuis l'entrée du tunnel d'où le train est censé arriver. Elle est juste à l'angle, au bord des rails. Je regarde autour de moi, je me dis que c'est peut-être une employée, ou bien que mes lunettes sont sales, parce qu'une fille aussi jeune, seule à cette heure-ci, c'est pas normal. Mais toujours personne sur le quai. Je regarde de nouveau. Elle me sourit et me fait un signe de la main. Comme si elle m'appelait. Quelque chose s'est déclenché en moi. Je cligne des yeux plusieurs fois, avec un très mauvais pressentiment dans le ventre, et en même temps, je suis comme hypnotisé. Incapable de détourner les yeux. Ce n'était pas de la peur, mais la certitude que j'étais en train de voir quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Je cligne encore des yeux. L'image devient plus nette. Et là, je vois les détails de son visage. Ses yeux sont vides. Pas juste noirs, vides. Son sourire est anormal, et ses dents ressemblent à des aiguilles blanches incrustées dans son crâne. Et elle continue à me faire signe. Quand je suis arrivé sur le quai, le panneau indiquait que le train arriverait dans environ 15 minutes. Mais au moment où j'ai réalisé que j'étais déjà en train de me lever, pour m'approcher d'elle, le train est arrivé. Sauf que je n'avais entendu aucune annonce, et j'avais l'impression que seules quelques secondes s'étaient écoulées. Le pire, c'est la suite. Le train est entré dans la station en semblant fendre une sorte de brume noire derrière la fille. Je n'avais même pas vu ses phares avant qu'il n'arrive à sa hauteur. J'étais debout, prêt à m'approcher, mais à la place je suis monté dans le train. Dès que les portes se sont refermées, le froid a disparu. L'atmosphère est redevenue normale. Le train a commencé à rouler, et j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'endroit où elle était, et c'est là que j'ai compris. Ce n'était qu'un appât vide. Une coquille. Une silhouette immense, noire, horrifique, que je ne peux décrire que comme une brume solide ou un liquide noir visqueux, comme du pétrole, a attrapé la fille et l'a soulevée dans les airs. Comme un poisson abyssal retirant sa lanterne quand sa proie s'échappe.
Et la fille a glissé devant ma fenêtre comme une loque ou une peau vide. J'étais à la fois terrifié et fasciné. Et cette chose, elle était en colère. J'en étais sûr. Elle était furieuse. Et elle avait peur de la lumière. Dès que les fenêtres illuminées du train ont touché sa silhouette, elle a rampé hors de portée, comme si la lumière la brûlait. J'en ai parlé à beaucoup de gens, et je suis sûr à 200% que je ne dormais pas. Il y avait quelque chose là. Quelque chose qui m'attendait, qui avait tendu un piège avec cette forme humaine, dans l'ombre. Je m'en souviens encore avec précision, et même si ce n'est pas ma première expérience paranormale, c'est sûrement celle où je me suis senti le moins en sécurité. Et je me demande toujours, qu'est-ce qui se serait passé si le train était arrivé juste un peu plus tard ? Rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. C'était en 2012. Je buvais avec des amis dans une ruelle derrière une salle de concert. J'étais le dernier à rentrer, et il faisait nuit, dans un quartier très louche de la ville où nous nous trouvions. Je savais que je n'étais pas seul, et tout le trajet du retour, j'ai ressenti un malaise étrange. J'ai fait un rêve très traumatisant à propos d'une femme que je connaissais à peine, mais pour laquelle j'éprouvais une attirance sexuelle. Ensuite, j'ai commencé à faire des rêves récurrents d'une femme démoniaque qui me poursuivait. Finalement, dans l'un de ces rêves, je dormais dans un champ en feu, avec d'autres personnes. Ces personnes n'avaient plus de peau, et des crochets plantés dans leur dos tiraient d'énormes chariots en métal. Quelqu'un m'a violemment plaqué au sol, et un grand crochet s'est enfoncé dans ma peau, dans le dos. Je l'ai ressenti comme si c'était réel, quand cette même femme démoniaque a tiré dessus en me disant que je lui appartenais. Je me sentais constamment observé, oppressé, tourmenté, et je sentais souvent ce crochet se tendre dans mon dos. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais des choses paranormales étranges se sont produites, confirmées aussi par d'autres personnes. Ce qui a tout changé, c'est une photo de groupe prise avec des collègues. Une étrange entité se tenait juste devant moi. Elle était très présente, bien que sans forme. J'ai commencé à rencontrer un pasteur dans une église que je fréquentais. Il m'a accompagné spirituellement et m'a dit qu'il pensait, lui aussi, qu'un démon me suivait. Le moment où il est parti reste gravé en moi. Nous étions en train de prier dans sa voiture, garée sur le parking d'un Five Guys. Pendant qu'il procédait à l'exorcisme, son camion s'est mis à bouger tout seul, les lumières, la radio et les bouches d'aération se sont allumées d'un coup. À un moment donné, la radio ne diffusait plus que des grésillements, puis des cris étouffés, comme si quelque chose hurlait, jusqu'à ce que tout s'arrête. J'ai ressenti une sensation très particulière dans mon dos, pile à l'endroit où le crochet était planté dans mes rêves, lorsqu'il a ordonné qu'on me l'enlève. Je ressens encore aujourd'hui, dans ma mémoire musculaire, la présence de quelque chose à cet endroit précis. Je suis presque certain qu'un extraterrestre m'a empêché de poignarder mon père quand j'avais 15 ans. Un soir, après les cours, pendant ma première année de lycée, j'ai eu une énorme dispute avec mon père. Il avait tendance à ne jamais se calmer une fois énervé, et ce soir-là, il était très agressif avec moi. Il m'avait coincé dans la cuisine, près de l'évier. Ma mère était sortie de sa chambre en criant, elle faisait tout son possible pour le calmer, mais rien n'y faisait. Juste après qu'il l'a repoussé violemment, j'ai saisi un énorme couteau dans l'évier. À ce moment précis, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Dans mon esprit, cette pause a duré une éternité. J'ai eu le temps de mener un vrai dialogue intérieur sur ce que je voulais vraiment pour ma vie. Puis soudain, le temps a repris son cours, et l'ambiance dans la maison a changé du tout au tout. Je n'avais plus du tout envie d'utiliser le couteau. Mon père, qui était quelques secondes auparavant agressif et hurlant, était soudain devenu calme, presque docile. Ma mère aussi. Ils se sont pris par la main et sont retournés ensemble dans leur chambre, dans un silence presque complet. Sous le choc de ce revirement soudain, je me suis gratté la tête, complètement déboussolé. Puis j'ai eu une envie irrépressible de regarder par la porte d'entrée. En regardant par la fenêtre, mes yeux ont immédiatement été attirés vers le ciel. Il y avait une énorme boule de lumière verte juste au-dessus de ma maison. Un instant plus tard,
elle a filé à toute vitesse vers le sud-ouest, et je ne l'ai jamais revue. Cette lumière a même brûlé le manguier de l'autre côté de la rue. L'arbre n'a plus donné de fruits ni de feuilles pendant près de 2 ans. Il manquait une partie de son sommet, comme si quelqu'un l'avait creusé avec une cuillère à glace. Le lendemain, 5 ou 6 personnes au même arrêt de bus que moi parlaient aussi de cette énorme lumière verte qu'ils avaient vue la veille. Je n'ai pas vu de petits bonshommes verts, mais j'ai vraiment l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, est intervenu dans ma vie ce jour-là et a appuyé sur un bouton de réinitialisation. Et ça a complètement changé le cours de ma vie. Je suis infiniment reconnaissant pour cette aide, car je ne sais pas du tout où j'en serais aujourd'hui sans ça. Je travaillais pour une petite entreprise de sécurité locale qui venait de démarrer. Elle se spécialisait dans la surveillance d'équipements lourds sur les digues, installés dans les vergers. Je n'avais ni radio, ni armes, ni bombes lacrymogènes, ni lampe torche, et aucun réseau téléphonique. Mon rôle était uniquement d'observer et de prendre des notes. Mais en cas de problème, la ville la plus proche, et donc la première aide possible, se trouvait à 30 à 45 minutes de route. Après quelques semaines de garde de nuit le long de la digue, entouré de vergers, je m'étais habitué à mon poste. L'endroit n'avait qu'une seule route d'accès, ce qui me semblait plutôt rassurant. Il était environ 2h30 du matin quand j'ai entendu une alarme quelque part dans l'obscurité. J'étais garé en bordure de la digue. J'ai allumé le moteur et traversé la digue pour me rendre jusqu'au container de chantier où les ouvriers avaient installé un bureau provisoire avec quelques chaises et une table. C'est là que semblait provenir le bruit. Quand mes faibles pleins phares ont balayé les premiers rangs d'arbres du verger, j'ai aperçu une silhouette sombre, plusieurs rangées plus loin, qui a rapidement disparu derrière un tronc. Je me suis arrêté et j'ai fixé l'obscurité, à peine percée par les phares miteux de ma voiture. Rien ne bougeait, mais l'alarme continuait à sonner. Je suis alors sorti de mon véhicule, et à l'aide de la lumière de mon téléphone, j'ai trouvé la source du bruit, un petit réveil carré, alimenté par piles, posé sur une table en plastique blanche. Mon instinct hurlait que je devais retourner à la voiture. J'ai rapidement retiré les piles de l'appareil, puis je suis remonté dans ma voiture alors que le silence retombait sur les vergers. En reculant pour repartir, mes phares ont de nouveau illuminé les arbres, et j'ai vu la même silhouette, maintenant à seulement 3 ou 4 rangées. Cette fois, elle s'est accroupie derrière un arbre. Je suis resté un instant figé, à observer l'obscurité. Et soudain, une pensée a traversé mon esprit, et si ce n'était qu'une diversion et qu'il y en avait d'autres ? J'ai reculé jusqu'au sommet de la digue, et j'y suis resté pendant les 3h30 restantes de mon quart de nuit, seul, ou du moins, c'est ce que j'espérais. Cette attente fut torturante. J'avais l'impression que des milliers d'yeux scrutaient chaque recoin de ma voiture, et jusqu'à mon âme. Le silence hivernal d'un verger est incroyablement oppressant, aucun insecte, aucun animal, rien. Juste le silence et les battements de mon cœur. À un moment, j'aurais presque préféré qu'une créature surgisse en hurlant « Me voilà, je viens te dévorer ». Au moins j'aurais su à quoi m'en tenir. Mais non. Rien. Juste le vide. Mon remplaçant du matin est arrivé en retard, en sirotant tranquillement son café chaud pendant que je lui faisais mon compte-rendu, le soleil commençant à poindre à l'horizon. Je me souviens encore de la traînée de vapeur s'échappant de sa tasse, et du chant des premiers oiseaux. On a décidé d'aller jeter un œil dans le verger, jusqu'à l'endroit où j'avais vu la silhouette. Et là, après une rapide inspection, il a repéré de grandes empreintes de bottes, allant d'avant en arrière sur une seule ligne, entre les arbres. On les a suivies, elles menaient droit vers le bureau des ouvriers, puis s'arrêtaient net près d'un arbre, à quelques rangées de là. Plus rien ensuite. Aucune trace de pas en retour. Aucune trace de véhicule. Personne n'aurait pu quitter les lieux sans traverser le verger ou passer devant moi. C'était comme si quelqu'un était apparu là, avait marché en boucle pendant des heures, puis avait avancé et disparu. Sans laisser la moindre trace. On a signalé l'incident au patron, qui a haussé les épaules en disant que c'était peut-être une blague des ouvriers. Mais ce fut l'un de mes derniers quarts de nuit en tant qu'agent de sécurité. Depuis, je suis beaucoup plus ouvert aux choses qu'on ne peut pas expliquer.
J'ai vécu de nombreuses expériences paranormales. En voici une. Nous vivions dans une maison avec un escalier en bois qui reliait le rez-de-chaussée à l'étage. J'avais remarqué que, chaque fois qu'on montait les escaliers, on trébuchait toujours au niveau de la 5e ou 6e marche. C'était systématique. Du coup, c'est devenu une habitude de se décaler sur la gauche à cet endroit-là, comme si quelque chose bloquait le passage et qu'il fallait s'écarter. On ne se posait pas de questions, on le faisait naturellement. Ce qui est fou, c'est que même nos chats faisaient la même chose au même endroit. Aucun de nous ne s'était rendu compte qu'on avait adopté ce réflexe. C'était à l'époque où l'on utilisait encore des appareils photo avec pellicule 33 mm. Un soir, j'ai pris quelques photos de mes filles, avec l'escalier en arrière-plan. Quelques semaines plus tard, j'ai fait développer la pellicule. Et dans chaque photo où l'escalier apparaissait, on voyait 2 orbes flotter exactement au-dessus de l'endroit où nous trébuchions toujours. C'était il y a longtemps. J'avais environ 8 ou 9 ans. J'étais dehors le soir avec un ami, et on se dirigeait vers un endroit qu'on aimait bien pour traîner. J'ai toujours été fasciné par la planète Vénus, donc je savais exactement où elle se trouvait dans le ciel depuis chez nous. Je l'ai regardée, et j'ai remarqué qu'elle clignotait. Elle devenait très lumineuse, puis s'atténuait lentement, disparaissait, puis brillait à nouveau. Ce n'était ni un avion ni un hélicoptère, aucun bruit, et elle restait immobile. Et c'était beaucoup trop lumineux pour être un satellite. Mon ami m'a alors interpellé et m'a montré l'autre côté du ciel. Là, on a vu une énorme formation triangulaire de lumière. Toujours aucun bruit, juste les grillons dans notre quartier calme. Les lumières étaient brillantes, et elles se dirigeaient lentement vers le point lumineux clignotant. Trop lentes pour être des avions, mais trop rapides pour des satellites. Et je connaissais bien tout ça, je passais beaucoup de temps à observer les avions et satellites qui passaient au-dessus de notre ville. On regardait ça, fasciné. Et pendant que je fixais ce qui aurait pu être Vénus, mon ami m'a dit qu'il avait vu une des lumières tomber. Je ne peux pas confirmer, je ne me souviens pas d'en avoir vu une disparaître, mais c'était vraiment étrange. En même temps, j'ai adoré vivre ce moment, parce que j'ai toujours été passionné par le paranormal et les extraterrestres. J'ai eu une autre expérience, dans le même complexe d'appartements, presque exactement au même endroit. Cette fois, j'étais avec une autre amie qui vivait avec moi. On marchait dehors, j'avais toujours entre 8 et 9 ans. On allait vers l'endroit où j'avais vu les lumières avec l'autre amie. Je ne me souviens plus si c'était avant ou après l'incident avec les lumières. Bref, on marchait, et en passant devant une rangée d'appartements, on a tous les deux tourné la tête vers la gauche, en direction du parking, et là, notre vision est devenue complètement blanche. J'ai failli trébucher, et mon amie est carrément tombée à cause de l'éblouissement. Elle disait qu'elle ne voyait plus rien, comme quand tu regardes quelque chose de trop lumineux et que ça te laisse des taches dans les yeux. Moi, je voyais encore, et quand j'ai regardé d'où venait cette lumière, il n'y avait rien. Aucun véhicule, aucune lumière. Rien. Il était tard dans la nuit, donc tout le monde dormait sûrement déjà. C'était vraiment bizarre, alors on s'est barré vite fait. Je l'ai raccompagnée jusqu'à chez moi, parce qu'elle avait encore du mal à voir, et le trottoir était super abîmé et irrégulier. Voilà 2 expériences que j'ai vécues. Je ne sais pas si la deuxième était vraiment paranormale, mais en tout cas c'était ultra étrange, et ça restera gravé dans ma mémoire. Je devrais essayer de reprendre contact avec ces 2 amis qui étaient avec moi, juste pour vérifier que je n'ai pas tout inventé dans ma tête. Petit retour en arrière pour poser le contexte. Je venais d'emménager avec mon ancienne copine, et depuis 1 à 2 semaines, elle se plaignait de ressentir des sensations étranges et d'entendre des bruits inquiétants pendant que je travaillais de nuit dans mon nouveau job. Elle faisait aussi régulièrement des cauchemars et dormait mal. Étant donné que c'était un nouvel appartement et qu'elle avait tendance à être facilement impressionnée, je pensais simplement qu'elle était stressée par tous ces changements. Malgré tout, je la croyais, parce que je dois avouer que moi aussi, j'avais ressenti une ambiance franchement oppressante dans cet appartement à plusieurs reprises. Je ne lui avais rien dit à ce sujet,
car je ne voulais pas l'effrayer davantage, surtout si elle devait y rester seule pendant mes horaires de nuit. Un jour, j'étais en congé et elle était sortie faire des courses. Un ami à moi, Alex, est passé pour découvrir notre nouvel appartement et boire une bière ou deux. Nous étions tranquilles, rien d'inhabituel. Il était assis sur le canapé, tourné face au couloir, et moi j'étais installé à sa droite, orienté vers la porte d'entrée, la tête tournée vers lui pour discuter. Alors que j'étais en train de parler, il a soudainement sursauté, s'est levé d'un bond et a crié « Quelqu'un vient d'entrer dans ta salle de bain ». Il semblait vraiment bouleversé, et connaissant sa nature plutôt calme et posée, sa réaction m'a immédiatement alarmé. Étant donné que l'appartement était situé en sous-sol, dans un quartier pas particulièrement réputé pour sa tranquillité, ma première pensée a été qu'un intrus s'était introduit chez nous. Nous sommes restés figés tous les deux pendant 5 à 7 secondes, à fixer le couloir en essayant de capter le moindre bruit. Rien. Je lui ai demandé s'il était sûr de ce qu'il avait vu, car je n'avais rien entendu. Il m'a alors regardé droit dans les yeux et m'a répondu d'un ton ferme qu'il n'avait aucun doute, quelqu'un était là, dans la salle de bain. Je me suis alors mis à crier en direction du couloir, menaçant cet homme imaginaire de prévenir la police, de le faire dégager immédiatement, et qu'on n'hésiterait pas à se défendre. En même temps, on s'est armé de ce qui traînait autour de nous, une planche de longboard et un bois de golf, prêts à faire face à une confrontation. Après s'être échangé un regard de détermination, on a tourné dans le couloir et on s'est jeté dans l'embrasure de la porte de la salle de bain. Il n'y avait strictement rien. Pas un bruit. Rien d'anormal à première vue, hormis Alex qui murmurait un « putain de merde » à peine audible. J'ai arraché le rideau de douche, la pièce était vide. J'ai vérifié la fenêtre, elle était bien verrouillée. Ensuite, je suis allé vérifier la chambre depuis laquelle un éventuel intrus aurait pu venir, la porte était fermée, et la fenêtre également verrouillée. L'appartement était toujours parfaitement vide, sans aucune trace d'intrusion. Alex, blême, m'a regardé et m'a demandé ce qui venait de se passer, avec une nervosité palpable. Il s'est mis à rire un peu, sans que cela ne cache son malaise. Puis il m'a assuré qu'il avait bel et bien vu quelque chose, une forme noire, complètement opaque, traverser le couloir pour entrer dans la salle de bain. Il était catégorique, ce n'était pas une ombre, ni un reflet, mais une masse solide. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a tout de suite qualifié cette présence de masculine, disant « il », sans même y réfléchir. Il a ajouté que voir cette chose l'avait envahi d'un sentiment de terreur imminente, comme si quelque chose de mauvais allait se produire. Il a terminé sa bière sans quitter le couloir des yeux, puis il est parti 5 minutes plus tard. Il n'a jamais remis les pieds dans cet appartement. Je n'ai pas parlé de cet événement à ma copine, car elle était déjà trop anxieuse. Je ne voulais pas empirer son état. Environ 3 semaines plus tard, j'étais encore en congé et je m'apprêtais à passer une nuit tranquille à jouer aux jeux vidéo. Ma copine devait travailler le lendemain, donc elle s'est couchée plus tôt. Comme d'habitude, je suis allé lui dire bonne nuit. Nous avons un peu discuté, puis je me suis penché pour l'embrasser, et à ce moment-là, elle s'est redressée brusquement, a halté, et a pointé du doigt en direction de la salle de bain, au bout du couloir, en criant « Un homme vient d'entrer dans notre salle de bain ». J'ai immédiatement regardé dans la direction indiquée, et elle a répété ce qu'elle venait de dire. J'ai couru vers le couloir, et tourné au coin pour regarder dans la salle de bain et, encore une fois, elle était vide. Rien. Silence total. Je me suis retourné vers elle et je lui ai dit qu'il n'y avait rien. Elle était livide, complètement paniquée, les larmes aux yeux. Elle m'a dit qu'elle avait déjà vu cette silhouette dans ses cauchemars, qu'elle sentait sa présence quand elle prenait sa douche ou allait aux toilettes, qu'elle avait la sensation que cette entité me détestait, et qu'elle savait quand je n'étais pas là. Elle disait qu'il l'observait depuis le bout du couloir juste au moment où je m'étais penché pour l'embrasser. Elle a décrit exactement la même chose qu'Alex, une masse noire solide, vaguement humaine, et sans hésitation, elle aussi a parlé de « lui ». Elle a ajouté que la terreur ressentie en le voyant était presque insupportable. J'ai fini par rester dans la chambre avec elle, et après plusieurs heures, on s'est endormi. Le lendemain matin, après son départ pour le travail, je suis sorti fumer une cigarette. Un voisin, qui habitait de l'autre côté de la rue, est venu me parler.
Il a commencé par des banalités, me demandant comment je trouvais l'appartement récemment rénové, depuis combien de temps j'habitais dans le coin, ce genre de choses. J'étais à moitié concentré sur la conversation, pas vraiment d'humeur. Puis, tout à coup, il me lance, alors, c'est toujours hanté. Et là, j'ai failli avaler mon mégot. Il a dû voir ma tête, parce qu'il a rigolé et a continué en disant que dans les années 90, un labo de meth avait explosé à cet endroit et que plusieurs personnes étaient mortes. Il m'a raconté que son ex-copine avait vécu dans ce bâtiment et qu'elle avait fini par casser son bail à cause de cauchemars trop violents. Je suis resté planté là, complètement choqué, et j'ai juste dit « Putain, donc on n'est pas fou ?» Il a trouvé ça très drôle, et s'est marré comme si de rien n'était. Vraiment un chic type. J'ai fini par raconter à ma copine ce qu'Alex avait vu, mais seulement une semaine plus tard. Elle était bouleversée. On est resté dans cet appartement encore environ 6 mois. Il y a eu quelques autres événements bizarres, mais rien d'aussi intense ou inquiétant que ce que nous avions vécu au début. La silhouette noire n'est jamais réapparue. Fait étrange, nous avons ensuite déménagé dans l'appartement juste en face, dans le même immeuble, c'était un 4plex, et nous n'avons plus jamais vécu la moindre activité paranormale. Ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est que 2 personnes en qui j'ai entièrement confiance ont vu la même chose, dans le même endroit, sans s'être parlé entre-temps, et ont ressenti le même sentiment de peur profonde. Et toutes 2 ont immédiatement perçu cette présence comme masculine. Même si je ne suis plus proche de mon ex aujourd'hui, je sais qu'ils sont toujours tous les 2 marqués par ce qu'ils ont vu là-bas. J'avais environ 13 ou 14 ans. C'était une nuit d'été, et comme il faisait chaud, j'avais décidé de prendre une douche avant d'aller me coucher, histoire de me rafraîchir un peu. Alors que l'eau coulait sur moi, j'ai ressenti une brûlure soudaine au niveau de la jambe, juste au-dessus du genou. J'ai pensé que je m'étais peut-être coupé en me rasant, alors je n'y ai pas trop prêté attention et j'ai continué. Mais en sortant de la douche, en me séchant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Juste au-dessus de mon genou, il y avait un mot griffé dans ma peau, en fer. Et juste à côté, un petit dessin représentant une silhouette avec des cornes de diable. Sans blague. Je n'ai quasiment pas dormi cette nuit-là. Et le lendemain matin, les marques avaient complètement disparu. Quelques années plus tard, j'ai fait la connaissance d'un médium avec qui je suis devenu ami. Il m'a dit que l'esprit responsable de ça s'ennuyait, et qu'il avait simplement voulu me perturber pour s'amuser. Ce même esprit a fait d'autres choses étranges à moi et à mes amis par la suite. Finalement, mon ami médium lui a imposé une sorte de cessez-le-feu spirituel, et depuis, je n'ai plus jamais eu de manifestation de sa part. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.